Tiens, je te passe un stylo de la CPTS, tu penseras à nous. Waouh, merci beaucoup. J'ai 19 ans Ouais. et je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. Donc, tu es étudiante en préparatrice en pharmacie. C'est ça, en première année. D'accord. Et comment t'es arrivée là? Qu'est-ce qui t'a fait décider de faire ce métier-là? Alors, depuis toute petite, vraiment, je me pose beaucoup de questions sur la fonction du médicament, sur comment il agit, et c'est par vocation. Et pourquoi ça t'est venu cette question sur le médicament? T'as été confrontée à avec quelqu'un de malade dans ta famille? Non, pas spécialement, mais c'est vraiment spontanément, à chaque fois que je me rendais à la pharmacie, en fait, je me posais des questions sur leur fonction, sur l'environnement de comment eux, ils travaillent, et sur aussi la fonction du médicament, parce que mine de rien, quand on prend un médicament et qu'on a quelque chose, le problème se résout dans la plupart des cas. Donc c'est vrai que c'est un C'est trio. marrant ça. Et ils font quoi tes parents? Alors ma mère, elle est coiffeuse et mon père, il est agent de sécurité. Donc rien à voir. Pas du tout. Et il n'y a personne dans ta famille qui est dans la santé? Pas du tout. C'est vraiment un aucune truc personne. d'enfant. C'est ça, exactement. C'est dingue. Vraiment. En fait, l'endroit magique, c'était la pharmacie quand C'est ça. tu y allais. C'est ça. Magnifique. Exactement. Donc tu es préparatrice en pharmacie et aujourd'hui on va discuter d'une maladie qui est sous-évaluée, sous-traitée, que pas grand monde connaît et qui est souvent mal ciblée. Et donc c'est le syndrome des ovaires polykystiques. J'ai envie de commencer par depuis quand toi tu sais que tu as la maladie du syndrome des ovaires polykystiques et depuis quand tu en souffres pour voir le delta? Alors, j'en souffre depuis 3 ans et j'ai été diagnostiquée il y a environ 2 ans et demi. Donc assez vite. Dans le fond, il n'y a Assez pas eu rapidement. d'errance. Non. Avant, tu n'avais pas de symptômes. Avant, j'avais aucun symptôme, non. Vraiment, avant la période de ces 3 ans, j'avais aucun symptôme. C'est la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte, C'est quasiment, ça. on a envie de dire. Exactement, c'est à cette période-là. Voilà. Et tu as eu, je pose des questions un peu personnelles, Bien sûr. tu as eu une adolescence et un début de menstruation assez tôt ou, Assez tôt, vers 12 ans. Vers 11-12 ans. Et tu as fini de changer physiquement à quel âge? Pour essayer de faire une corrélation en fait entre... Ouais, à 16 ans. Donc au moment où la maladie s'est déclenchée, dans le ça. fond, c'est vraiment... Là, est-ce qu'on peut dire, maintenant que toi tu es un peu experte, que la maladie se déclenche à maturité? C'est ça, je pense que oui. Il y a une D'accord. corrélation entre ces périodes. C'était quoi les symptômes que tu avais? Alors moi, le premier symptôme, ça a été l'interruption de cycle hormonal. J'ai arrêté du coup d'avoir des cycles et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions et que j'ai été consultée à un médecin généraliste pour la première fois. D'accord, donc avant Ça. tu avais des règles qui C'est ça. étaient parfaitement régulières. Oui, ponctuelles, tous les mois, sans problème, pour d'une durée de 7 jours, une durée normale. Ok, et tout d'un coup ça s'est déréglé et comme tu es C'est ça. quelqu'un d'attentif, tu t'es dit je consulte. Et alors ça. qu'est-ce qu'il a fait ce docteur? Alors le docteur, donc quand je lui ai annoncé que j'avais une interruption de cycle hormonal depuis 3 mois, on m'a dit que c'était pas si grave, que ça pouvait être lié au stress, à l'anxiété, parce que j'étais une personne subjecte à l'anxiété et au stress. On m'a dit que c'était pas forcément grave et qu'il fallait revenir au bout de 6 mois sans cycle. Et c'est ce que j'ai fait du coup. D'accord. Et alors, au bout de 6 mois sans cycle, C'est ça, au bout de 6 mois. est-ce que tu avais d'autres symptômes pendant ces 6 mois? Oui. C'était Oui, quoi oui. les autres symptômes? Alors j'ai commencé à avoir une prise de poids inexpliquée. D'accord. Et surtout une pilosité plus excessive au niveau du menton, de la poitrine et du bas du dos. D'accord. Et tout ça, ça t'a alarmé un petit peu. Tu n'avais C'est pas ça. de suivi gynécologique? Non, j'avais jamais eu de suivi gynécologique avant. C'était ton médecin généraliste Oui, qui c'est faisait la ça. gynéco? Ouais, exactement. D'accord. Alors, juste pour information, moi j'en ai discuté avec des gynécos, ils connaissent rien au SOPK. Mm. Donc du coup, il y a plus les radiologues et les endocrinologues qui connaissent. Donc de la pilosité, des douleurs ou pas de douleurs? Pas de douleur. Pour ma part, Donc- j'ai pas eu de douleur. Prise de poids, t'as pris combien de kilos? Alors, j'ai pris 10 kilos en l'espace de 1 an. Sans rien changer à ton mode de vie. Sans rien changer. Une pilosité, alors c'est vrai que la pilosité ça fait penser à testostérone, donc on se dit que c'est quelque chose d'endocrinologique. Mm. Et pas de cycle. Pas de cycle, non. D'accord. Donc tu retournes voir ton médecin et qu'est-ce qui se passe? Et bien, au bout de 6 mois, du coup, mon médecin commence également à se poser des questions, à se demander qu'est-ce qui se passe. Et c'est du coup là que mon médecin me dit de me tourner vers un endocrinologue. Ah, il y a pensé tout de suite. Oui, C'est beau ça. oui, C'est exceptionnel. c'est ça. Mon médecin m'a fait une lettre recommandée et puis du coup, je me suis tournée vers un endocrino Et qui a fait le diagnostic tout de suite. qui m'a fait passer des examens avant et ensuite a posé un diagnostic. Il t'a fait faire quoi comme examen? Comme premier examen, on a fait un bilan hormonal pour voir plusieurs indicateurs, Ouais. notamment la testostérone, Ouais. du coup, la glycémie à jeun et la prolactine, qui étaient chez moi 3 indicateurs qui étaient modérément élevés.
D'accord, donc il y avait une anomalie, donc il a visé juste Oui, c'est ça. tout de suite. On a vu par rapport au résultat qu'il y avait un problème. Et ensuite, il a fait quoi? Ensuite, du coup, pour être certain du diagnostic, on a fait une échographie ovarienne. Ouais. Et du coup, là, on a bien vu les follicules autour des ovaires, leur taille, leur forme. Et du coup, on a vu que c'était bien le SOPK. Et du coup, il a commencé le traitement tout de suite. C'est ça. Et est-ce que le traitement a changé ta vie? Alors, moi, comme traitement, on m'avait conseillé la pilule, Ouais. que j'ai pas prise finalement. Comme remède, j'ai plutôt choisi de régler mon alimentation, avoir une alimentation plus saine, favoriser tout ce qui est fibres, sport. On va en parler après. Ok. Mais donc ça veut dire que toi, tu as décidé de ne pas prendre la pilule. Tu étais plutôt contre la pilule? Oui, et c'était le seul remède, enfin le seul alternative qu'on m'a proposé, que D'accord. l'endocrino m'a proposé. Est-ce qu'avec les mesures que tu as prises, tu as retrouvé un cycle? Avec les mesures que j'ai prises, oui, j'ai retrouvé des cycles, mais pas totalement, puisque là actuellement encore, j'en ai plus. Je les avais retrouvés pendant 6 mois, et encore actuellement, j'en ai plus. Donc ça veut dire que tu te poses la question C'est ça, encore une fois, je me pose la question. de prendre le traitement. C'est ça. Qu'est-ce qui te gêne dans la prise de pilule? C'est tous les effets négatifs. Donc ça peut entraîner aussi une prise de poids finalement, des maux de tête, des vomissements, de la fatigue. Et moi j'ai un petit peu peur de ça, je suis assez réticente. Se posera peut-être la question parce que tu as dit que effectivement ça posait des problèmes d'hypertension, de diabète, mais on va y venir, et aussi d'infertilité. Donc c'est une question que tu vas te poser à un moment Bien sûr. de plier à la prescription d'un Oui, médicament. c'est ça. Moi je fais cette petite parenthèse, je trouve que tu as un parcours qui est remarquable parce que le diagnostic ça n'a pas niaisé quoi. C'est ça. Ça allait plutôt vite. Est-ce qu'on aurait pu y penser plus vite ou pas? Est-ce qu'il y aurait pu avoir une prescription plus précoce d'une échographie et d'une consultation de gynéco pour débrouiller? Peut-être, peut-être pas. Moi, je pense que les femmes doivent tout avoir un gynécologue. C'est vrai, c'est très important. Ça, c'est la première chose. Mais il y a beaucoup de femmes qui vont errer pendant des mois, des années, et ça crée de l'anxiété. Et donc, je pense que ça crée des symptômes du SOPK aussi, qui sont le fait qu'en fait, on ne sache pas, et que la plupart du temps, on dit, mais en fait, c'est normal ce que tu as, arrête de manger, t'es grosse, arrête de manger, t'es anxieuse, arrête d'être anxieuse, tu nous emmerdes. Et donc, d'être des patients qui sont un peu comme les patientes qui ont l'endométriose, Exactement. et qui pendant des années ont été un petit peu relégués. Mais ils ne sont pas en fait de la santé de la femme, où globalement les femmes, on leur dit t'es hystérique. C'est ça. On les prend pas en charge tout de suite. De perdre du poids, de mieux manger, alors que c'est pas forcément la cause principale. Alors, du coup, ma question, c'est quoi le SOPK? Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, donc c'est un dysfonctionnement des ovaires qui est souvent associé à une résistance à l'insuline. Quels sont les symptômes du SOPK? Alors, il faut que tu me dises tous les symptômes qu'on peut avoir. Ok, donc il y a plusieurs symptômes, notamment du coup la pilosité excessive, la prise de poids. Est-ce qu'elle a une répartition particulière? Alors oui, elle est généralement sur le menton, au niveau de la poitrine, au niveau du bas du dos. Comme les garçons, quoi. Oui, c'est ça. En fait, tu trouves une pilosité, il y a un excès de C'est testostérone. ça, c'est lié à ça, exactement. D'accord. Ensuite, du coup, on a la prise de poids inexpliquée, on a l'infertilité. La prise de poids, est-ce que tu as fait un bilan du cholestérol, des lipides et tout ça? Est-ce que c'était perturbé? Je crois qu'au niveau du cholestérol, j'étais un petit peu au-dessus de la moyenne. D'accord, alors que tu as une alimentation qui est plutôt saine. Ouais, normal. J'ai jamais eu de soucis avant par rapport à mon alimentation, c'est vraiment arrivé comme ça. Donc là, je viens de regarder, le SOPK, c'est une maladie qui est plus fréquente chez les femmes en âge de procréer. Et donc, qu'est-ce que j'ai lu? C'était là. C'est un dérèglement hormonal d'origine ovarienne ou au niveau du cerveau qui entraîne une sécrétion inappropriée de testostérone. Donc pour vous, mesdames et messieurs, pour que vous sachiez, soit c'est une maladie au niveau du cerveau, soit c'est une maladie des ovaires strictement, qui va entraîner en fait la production anormale de testostérone, qui est l'hormone masculine quand elle est en trop grande quantité, et donc qui entraîne tous les symptômes qui vont contrer la féminité, en vérité. C'est ça. C'est-à-dire pas de cycle, et avoir les effets indésirables de la testostérone, qui sont en fait les risques cardiovasculaires, l'hypertension et le diabète. C'est ça. On est d'accord? C'est ça, exactement. Dans le fond, les œstrogènes, qui est l'hormone principale des femmes, protègent un petit peu des maladies cardiovasculaires et permet les cycles. Et donc le SOPK, c'est donc l'oblitération des œstrogènes, donc les hormones féminines, qui sont comprimées par une hormone masculine et qui vont en fait donner des symptômes. Donc tu m'as dit la prise de poids, la pilosité, l'arrêt des cycles. Est-ce qu'il y a des douleurs? Pour mon cas, j'ai pas eu de douleur.
Et est-ce que c'est décrit quand tu regardes, quand tu te renseignes, est-ce qu'il y a des gens qui te parlent de douleurs? Ah oui. Est-ce que, par exemple, les kystes ovariens donnent des douleurs? Ah oui, j'ai certaines femmes qui souffrent de douleurs pelviennes. D'accord, donc ça veut dire qu'on a un ovaire qui est super stimulé, donc qui va avoir plein de kystes, et ces kystes peuvent se rompre, ces kystes peuvent saigner, et donc ces kystes peuvent donner des douleurs pelviennes, donc ça c'est un autre axe. Toi tu dis qu'on a fait le diagnostic parce que tu avais plus de règles et tu avais des poils qui avaient poussé, C'est ça. et il y a des femmes qui vont en fait dans le cadre de douleurs pelviennes, en dehors ou pendant les cycles, vont faire une échographie pelvienne, on va leur trouver plein de kystes et on va évoquer le diagnostic. Oui. C'est ça. C'est ça. Une fois qu'on a le diagnostic, en gros le diagnostic c'est des prélèvements hormonaux et une échographie, Oui. éventuellement une IRM cérébrale si la cause elle est liée à une lésion au niveau de ce qu'on appelle l'hypophyse. Si une fois que ça c'est fait, il y a des traitements. C'est quoi le traitement principal? Le traitement principal, c'est la prise de la pilule. Quelle pilule? On t'a proposé quelle pilule? Jasminelle. Jasminelle, d'accord. C'était une prise en continu ou une prise cyclique comme En une continu. pilule? En continu. Ouais. C'est une pilule œstroprogestative C'est ça, exactement. qui se prend en permanence et qui est censée te redonner des cycles. Les réguler, oui, et les ravoir. Que t'a dit l'endocrinologue sur les conséquences de ce traitement? On m'a surtout dit que ça permettait de du coup ravoir des cycles fréquents chaque mois. Ouais. Et sur le diabète et l'hypertension? Alors, pour éviter du coup d'arriver au diabète, mon endocrinologue m'a dit de suivre une alimentation beaucoup plus saine et surtout de pratiquer une activité sportive. Tu mangeais beaucoup de junk food? Non, pas spécialement. Donc là, tu as vraiment une hygiène de quelqu'un qui est prédiabétique, entre guillemets, Bah, c'est ça, c'est-à-dire c'est ça. des sucres lents, pas de graisse. C'est ça, des sucres lents, Éviter, plus de fibres aussi. Au niveau de l'activité physique, tu fais quoi, toi? Alors moi, je pratique de la marche. En fait, mon endocrinologue m'avait dit que c'était pas forcément du sport intensif et super régulier, juste 30 minutes de marche. Quotidien. Ouais, quotidien, exactement. C'est ce qui permettait d'aussi réguler et de trouver une bonne hygiène de vie. Et sur la pilosité, ça a bougé ou pas? Ça a diminué. En changeant tous les facteurs, En on changeant va tous les dire, facteurs, ça a alimentaires. diminué, exactement. J'ai beaucoup moins de symptômes. D'accord, donc ça veut dire que la part non médicale a une action, pas totale, mais elle a une action. Exactement. Et donc, comme tu disais, là, tu te poses la question, maintenant que tu n'as à nouveau pas de cycle, Ouais, de peut-être être obligé de te prendre le traitement. c'est ça. La dimension psychologique, c'est quoi? Est-ce que tu souffres encore? Est-ce que tu as souffert? Est-ce que dans ta tête, tu te dis, ok, je suis une stressée, ça c'est la base, ou pas? Ça c'est la première question, la première partie. Est-ce que tu te dis, le fait que je ne savais pas ce que j'avais, c'était quelque chose qui était angoissant et ça s'est cristallisé un petit peu et maintenant je suis toujours un petit peu angoissé? Et trois, est-ce que le fait d'être malade, entre guillemets, parce qu'on me dit que tu as une maladie chronique qui s'appelle le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, est-ce que c'est quelque chose qui te stresse en soi? Alors oui, oui, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup par peur du coup que ça revienne à chaque fois finalement, par peur de ne plus avoir de cycle et de me dire que bah, en fait ça revient. Donc c'est aussi avoir une alimentation constante, C'est une grosse alimentation. pression. Ouais, c'est ça, c'est une grosse pression. Est-ce que tu dors bien? J'essaye de bien dormir, ouais. C'est très important, le sommeil, ça influe aussi beaucoup. D'accord. Donc, moi, ce que je trouve important dans ce que tu dis, c'est qu'il y a des facteurs, on va dire, de mode de vie environnementaux qui sont super importants, Exactement. mais que tu restes anxieuse parce que tu dois vivre avec une maladie et que ça va te poursuivre toute ta vie. Ouais. Et qu'après, il y a l'anxiété qui peut être liée, mais ça c'est peut-être lié à toi, hein, Oui. de ne pas vouloir prendre le traitement. T'en es où de ça, là, aujourd'hui? Bah, je me pose la question très régulièrement, très fréquemment. Je songe peut-être à prendre le traitement finalement, mais je pense que je vais surtout aller reconsulter mon endocrinologue pour faire un point. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes à ces femmes qui ont des symptômes et qu'on ne les écoute pas? Et ben, je leur dis de persévérer dans le corps médical. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner. C'est super important parce que les symptômes peuvent s'aggraver si on n'est pas pris en charge rapidement. Donc ça veut dire que si on a dans le cortège de symptômes, je les reprends, vous arrivez à maturité, ça fait des années que ça vous arrive, vous avez pris du poids, vous avez une pilosité, vous avez de l'anxiété, vous n'avez pas de cycle, et éventuellement on vous a dit sur une écho que vous avez faite à un moment ou à un autre, mais ça n'a pas été pris très au sérieux, que vous avez des kystes, vous devez y penser et prendre un rendez-vous avec un endocrinologue. Exactement, oui. Donc un endocrinologue, c'est quelqu'un qui s'occupe des diabètes, des insuffisances surrénaliennes. Vous tapez endocrinologue sur votre commune, il n'y a pas d'urgence à faire le diagnostic, mais il faut
prendre le rendez-vous de Ouais, consultation. quand même, Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes qui ont le SOPK, qui sont prises en charge? Est-ce que tu penses que ça gêne la vie? Moi, je pense que oui. Oui, au quotidien, c'est compliqué. Il y a des femmes qui en souffrent réellement. Ça crée des troubles psychologiques chez certaines patientes. C'est très compliqué pour elles. Il y a certaines femmes atteintes de diabète à cause du SOPK qui doivent suivre des traitements, des médicaments particuliers. Je pense par exemple à la metformine. Ouais. Mais il faut persévérer, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas que ça ait d'impact psychologique. Il faut Donc le premier truc, c'est le deuil de la santé, Ouais. et après, il y a l'acceptation de la maladie, et l'acceptation. après, c'est vivre avec une maladie, C'est ça, il faut l'accepter. avec un diagnostic. Nous, on le voit beaucoup avec les jeunes diabétiques. Ils mettent des années à accepter de prendre leur traitement. Ils mettent des années Ouais. à accepter. C'est le deuil. C'est-à-dire, c'est se dire qu'on ne sera plus jamais en pleine forme et que notre vie va être sous la chape d'une maladie qui va entraîner des complications. Et après, quand on est un peu anxieux et qu'on va chercher des complications, ben on se dit qu'on va devenir aveugle, qu'on va avoir des trous dans les pieds, qu'on va avoir des infections, qu'on va faire des infarctus, qu'on va faire de l'insuffisance rénale. Et là, on rentre dans une spirale extrêmement anxiogène. Exactement. Ce que j'ai envie de dire aux gens qui ont des maladies chroniques, on parle du syndrome des ovaires polykystiques, mais des gens qui ont des maladies chroniques diagnostiquées jeunes, parce que c'est la particularité, c'est diagnostiqué jeune, c'est qu'aujourd'hui la médecine, avec les traitements, elle permet, si on est vraiment, et j'insiste là-dessus, il y a les médicaments, mais c'est pas tout. Il y a Oui, une hygiène bien de sûr. vie, il y a des hygiènes alimentaires, il y a faire du sport, il y a aussi être accompagné si on a une fragilité psychologique, parce qu'on est abîmé, parce que il n'y a pas un mec de 50 ans qui va pas vous dire bah, j'ai des problèmes de pipi et ça va pas l'angoisser parce qu'il va devoir se faire opérer, parce que pour plein de raisons. Dans le fond, être malade, c'est super angoissant, on est C'est très d'accord. angoissant au quotidien. C'est très angoissant parce qu'en fait, c'est la fin de quelque chose. Oui. On va dire que les gens ils pensent avoir Dieu dans la poche quand ils sont en pleine forme, et quand on leur annonce qu'ils ont une maladie qui va être chronique, tout d'un coup, la cabane elle tombe sur le chien et on va super mal Ça. et on ne sait pas le gérer. Et donc, ce qui est important, c'est de mettre des mots dessus Exactement. et après de s'y atteler. Donc, est-ce que toi, tu as eu tendance à vouloir faire une psychothérapie? Alors, j'en ai pas fait, mais j'y ai songé, oui. Parce qu'il y a des moments où c'était plus dur que d'autres. Surtout au début, c'était très compliqué l'acceptation de la maladie. J'ai une autre question, plus intime. Est-ce que ça a eu un impact, sur ta vie amicale? Est-ce que ça a eu un impact sur ta vie familiale? Est-ce que ça a eu un impact sur ta vie amoureuse? Alors, surtout un impact familial, parce que mes parents, du coup, ne connaissaient pas du tout. C'était tout nouveau aussi pour eux. C'est une acceptation aussi personnelle, mais familiale. La responsabilité. C'est On a ça. transmis quelque chose à son enfant. C'est ça. C'est ça. Ma maman, elle s'est aussi beaucoup posé de questions. Si c'était dû à elle, si c'était finalement génétique ou quelque chose comme ça. Donc, ça n'a pas été compliqué spécialement que pour moi. Donc, avec ta famille, ça a été compliqué. Est-ce Oui. que tu en as parlé? Tu as réussi à en parler à tes amis? Et est-ce que ça a été un endroit de réconfort? Oui, oui. Surtout, oui. Même avec mon conjoint, qui a toujours été présent, qui est très attentif. Donc, moi, en tout cas, personnellement, Toi, en fait, tu as la été- chance d'avoir une famille C'est qui a ça. été proche et des proches qui ont été présents. très compréhensible. D'accord, donc tu n'as pas eu compréhensible. besoin de faire appel à un psychologue. Non, pas spécialement. Non, j'ai pas eu besoin d'une psychothérapie. Donc, on a presque envie de dire que toi, c'est la chance, à part le fait Oui, d'avoir bien sûr. cette maladie-là, on a fait le diagnostic plutôt vite. Oui. Tu as été prise en charge, après tu as tes questions existentielles sur je prends un médicament ou je prends pas un médicament. Mon conseil, prends le médicament. Parce que peut-être que ça va te permettre, en tout cas, de faire un test. Parce que la question que tu te poses là, c'est la question que peuvent se poser les femmes qui sont ménopausées. C'est-à-dire qu'une femme ménopausée, qui va avoir les vapeurs, les sueurs, Ouais. les douleurs articulaires, l'ostéoporose, tout ça, ça leur pourrit la vie et ça fait des siècles qu'on leur dit ta gueule. Ouais. Mais en même temps, quand elles lisent la notice de la pilule œstroprogestative ou de la crème qu'on pose, bah c'est super angoissant parce qu'on dit C'est super angoissant, tu vas avoir ouais. mal à la tête, tu vas faire des phlébites, tu vas faire... Voilà. C'est pour ça. Hein, Je pense qu'il faut faire des tests et il y a un vrai débat qu'on a là-dessus, c'est de trouver la bonne forme galénique. Ah ouais. La ménopause, il y a les topiques qu'on applique, Ouais. mais il peut y avoir des comprimés. Et tout ça, ça nécessite une prise en charge, mais il faut trouver le bon, La bonne forme. la bonne formule pour qu'on l'accepte. Moi, ce que j'ai envie de te dire et de dire à toutes les patientes, s'il y a un traitement qui est efficace, c'est de faire un test et de se dire, bah je le teste, sans appréhension, en me disant, de toute manière, je peux l'arrêter. Tu vois, et là, du coup, tu as moins de pression. C'est vrai, ouais. Tu vois, tu as moins de pression parce que toi, quand je te regarde, je me dis que tu as une réaction qui est intermédiaire parce que tu as réussi avec beaucoup de discipline à Ouais. contrôler beaucoup de symptômes. Donc tu penses que tu es surpuissante.
Bah, j'étais fière, ouais. Oui, je comprends. Mais donc, tu arrives à un autre moment. Et je trouve que c'est super important pour vous toutes et pour vous tous qui avez des maladies chroniques. C'est que une maladie chronique, elle est émaillée de moments de tristesse. Elle est émaillée de moments difficiles où il se passe des choses. Et psychologiquement, on doit accepter des nouveaux symptômes. On doit accepter des récidives. On doit accepter des moments où certains trucs marchent et puis ça ne marche plus. Et donc, de réussir à avancer et de ne pas s'arrêter. Et c'est ça qui est difficile, c'est de continuer d'avancer. Alors toi, tu as un entourage qui est présent et qui est aimant. Oui. Il y a des gens qui sont tout seuls, donc qui ont besoin de voir des psychologues, qui ont besoin de Oui. voir des psychiatres. Mais tout ça, en fait, ça pose une question existentielle, c'est on est en pleine forme et on essaye de préserver sa santé. Et la vie, elle nous fatigue, elle nous blesse. La maladie nous blesse psychologiquement et physiquement. Et c'est l'histoire de vivre avec et d'apprendre et de grandir avec, Exactement. comme cet étranger qui est en nous. Une maladie, c'est comme un étranger qui est en nous, j'ai C'est envie de sûr, dire. oui, oui. Exactement. Pour vous toutes, j'ai envie de dire, d'abord pour commencer, toute femme qui a des cycles doit avoir un gynécologue. Ou un médecin généraliste qui fait de la gynécologie et qui sera amené à vous faire des échographies et à qui vous pourrez parler de vos cycles et de la normalité de cette vie, on va dire, liée au génotype, qui est le génotype féminin. Si vous n'en parlez pas, on ne saura pas que vous avez un problème. Les collègues qui sont spécialistes ou les médecins généralistes qui font de la gynéco, ils sauront vous prescrire des examens et vous orienter pour que le diagnostic soit fait précocement. Est-ce que tu vois la vie belle devant toi ou est-ce que c'est un peu obscurci? Non, je vois la vie belle parce que pour moi, il y a toujours une solution à ça. Je veux pas que ce soit le SOPK qui contrôle ma vie, qui la dirige, c'est moi. Et donc, non, je vois la vie très belle même. Ça, c'est un autre truc super important. Le corps, il y a le cerveau et il y a les muscles et il y a l'ostéo-articulaire, nécessite d'être entretenu. Donc il faut continuer de réfléchir, continuer de faire travailler son cerveau et pas gober toutes les conneries qu'on nous raconte. Et son corps, il doit travailler. Et c'est vrai que la marche, c'est pas traumatisant. C'est ça. quelque chose qui entretient le cœur. Et bien manger, et manger des choses bonnes, c'est ultra important. C'est ça, exactement. Et avoir des gens à qui on peut parler. Parce que toi, tu as des gens à qui tu peux parler. C'est ça, mais pas tout le monde. Bah ouais. Et comment ils font alors? Bah... Est-ce qu'il y a des associations, des gens qui souffrent de SOPK? Ouais, il y a une association en France, une association contre le SOPK. Il y a même des adhérents, il y a pas mal d'adhérents. Alors ça s'appelle ASSO SOPK. Ouais, c'est ça. C'est ça? Exactement. Donc A2SO apostrophe SOPK en majuscule. Et donc c'est une association de patientes et de spécialistes avec un numéro de téléphone. Vous pouvez les contacter et ils vous aideront. 1, à communiquer. 2, vous emmèneront sur le parcours pour un diagnostic. Et d'une manière générale en France, parce que c'est un pays qui est bien foutu, il y a des associations pour toutes les maladies, des associations de patients experts. Et donc si vous avez un problème et que vous avez du mal à vivre avec, les médecins, c'est pas toujours la réponse. Les soignants, c'est pas toujours la réponse. La famille, parfois, elle n'y arrive pas par méchanceté. Parfois, c'est par méchanceté, mais parfois, c'est pas par méchanceté. Et donc avoir un tiers à qui on va pouvoir parler et qui s'y connaît, ça nous permet de vivre avec. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous.